Alors, pour la séance de TD de lundi 23 novembre, nous allons terminer d'abord la correction du TD numéro 7 sur les transferts thermiques. Il nous reste deux exercices. Alors, on a l'exercice sur l'animal, là, sur l'orque. Donc, on va s'intéresser à un orque dans l'océan Arctique. On va modéliser cet animal comme une sphère de centraux de rayon grand R. Bon, ça peut faire sourire, mais c'est la modélisation qui est proposée ici. Bien sûr, l'orque, il a mangé, donc grâce à son métabolisme, il produit effectivement de l'énergie, de la chaleur. Donc son corps dégage une puissance thermique volumique petit p. Et par contre, il évolue dans une eau à 0 degré Celsius, enfin très loin de l'animal. Donc qualitativement, l'animal, en fait, il va chauffer l'eau autour de lui, hein, puisque cet animal est à sang chaud, c'est un mammifère, l'orque, hein. Et on va s'intéresser donc à la température de l'eau autour de l'animal. Donc le problème va être supposé à symétrie sphérique parfaite. Donc on va avoir une espèce d'explosion thermique de l'animal vers l'eau. La température de l'eau donc ne dépendra que de la variable petit r. On se place en régime stationnaire permanent, donc on ne prendra pas le temps comme variable. Et tous les phénomènes de convection et de radiation sont négligés. Alors bon, les radiations, oui, dans l'eau il y a très peu de radiation, hein. On verra que la lumière pénètre assez peu, les ondes électromagnétiques pénètrent assez peu dans l'eau de mer. Par contre, dans la convection, c'est pas très cohérent. C'est vraiment pour avoir une première approche du phénomène. C'est clair que même si l'animal ne bouge pas, c'est difficile à imaginer qu'il n'y ait pas de convection dans l'eau autour de l'animal. Mais bon, c'est le modèle qui est proposé ainsi. Alors, en déduire la direction, la dépendance spatiale du vecteur densité de flux thermique JQ, représenté sur un dessin quelques lignes de champ vectoriel. Donc effectivement, on est en symétrie sphérique, donc l'animal de centraux de rayon grand R modélisé par une sphère. Autour, donc dans l'eau, effectivement, le vecteur JQ il va du chaud vers le froid, donc de l'animal vers l'extérieur, sous la forme d'une espèce d'explosion thermique radiale. Le vecteur JQ donc ne va dépendre que de la variable sphérique petit r, et est dirigé selon UR, c'est une symétrie radiale sphérique, et la température aussi bien sûr. Alors dans la deuxième question, on va vous demander de trouver l'équation différentielle vérifiée par la température dans l'eau de mer. On vous la donne d'ailleurs. On applique donc le premier principe de la thermodynamique à une coquille sphérique d'étau dans l'eau de mer, entre R et R plus dr. Donc eau de mer supposée fixe ici, hein, pas de convection. Entre T et T plus dt, donc l'énergie interne de dτ à T plus dt, moins l'énergie interne de dτ à la date T égale 0 puisqu'on est en régime stationnaire, égale delta Q entrant moins delta Q sortant plus delta Q source. Alors il n'y a pas de terme source dans l'eau de mer. Dans l'eau de mer, il n'y a pas de phénomène type effet Joule, réaction nucléaire. Donc égale 0. Donc il y a simplement 0 égale la chaleur qui rentre dans la coquille sphérique. Donc elle rentre par la face interne de la coquille sphérique de rayon petit r. Donc JQ en R fois 4 pi r carré dt, pardon, moins le delta Q sortant. La chaleur, elle sort par la face externe de la coquille sphérique de rayon R plus dr. Donc JQ en R plus dr fois la surface. Donc 4 pi r plus r carré dt. Alors on l'a déjà vu plusieurs fois, ici le développement limité à l'ordre 1 il se fait sur la fonction R carré JQ et non pas sur JQ, hein, quand on est en symétrie sphérique. Attention au signe moins, donc on aura moins d sur dr de R carré JQ fois 4 pi dr dt égale 0, donc la dérivée par rapport à R de R carré JQ égale 0. Ensuite on peut utiliser la loi de Fourier puisqu'on suppose qu'il y a une conduction thermique pure dans l'eau de mer, d'après l'énoncé, j'insiste, hein, c'est pas très cohérent physiquement, ce sera très difficile à observer en pratique, je vous le cache pas, mais bon, on le considère. Donc on se donne le droit d'appliquer la loi de Fourier, donc JQ de R sera égal à moins lambda dt sur dr si on projette la loi de Fourier en coordonnées sphériques. Et on obtient en effet l'équation différentielle qui était proposée dans l'énoncé. Alors on ne propose pas de la résoudre tout de suite. Il y a une troisième question. On va vous demander de réaliser un bilan d'énergie, donc appliquer le premier principe de la thermo, hein, pour déterminer le flux thermique phi qui s'échappe de l'orque. Alors là, l'idée, c'est d'appliquer le premier principe de la thermodynamique à l'orque entier, entre T et T plus dt. Donc l'énergie interne de l'orque à T plus dt, moins son énergie interne à la date T égale 0, puisqu'on est en régime stationnaire. Et là, pour l'orque, il y a de la chaleur qui sort de l'orque, moins delta Q sortant, plus de la chaleur qui est créée par son métabolisme, par les réactions chimiques exothermiques de combustion des aliments, de ce qu'elle a mangé, le poisson, etc. Donc plus le terme source. Il n'y a pas de chaleur qui rentre dans l'orque ici.
On aura donc 0 égale moins phi dt, si j'appelle phi le flux thermique qui s'échappe de l'orque, donc de sa peau hein, vers l'eau. Donc moins phi dt, ça c'est le terme moins delta Q sortant. Et pour le terme source, petit p, la puissance volumique produite par son métabolisme, fois son volume, donc 4/3 de pi grand R cube, volume d'une sphère, fois dt. On en déduit donc le flux thermique qui s'échappe de l'orque en régime stationnaire, donc c'est petit p, 4/3 de pi R cube. Alors dans la question 4, on va vous demander de résoudre évidemment l'équation différentielle et d'en déduire la température T de R dans l'eau autour de l'orque. Alors première intégration, donc R carré dt sur dr c'est donc égal à une constante. Donc dt sur dr c'est égal à A sur R carré. Donc T de R aura une forme mathématique alpha sur R plus bêta. Alpha et A sont liés, mais c'est pas intéressant ici. Or, lorsque R tend vers l'infini, donc lorsqu'on s'éloigne très très loin de l'orque, la température elle tend vers T0, la température de l'eau de mer loin de l'orque, ce qu'on vous donne à 0 degré Celsius. On aura donc bêta égale T0. Donc T de R est sous cette forme-là. Maintenant, il faut trouver la constante alpha. Alors c'est là qu'on va utiliser une propriété qu'on a déjà abordée souvent, la continuité du flux thermique à travers n'importe quelle interface. Donc à l'interface entre l'orque et l'eau, donc à travers sa peau externe si vous voulez, le flux thermique il se conserve. Ça veut dire que le flux thermique dans l'eau, donc JQ en petit r égale grand R fois 4pi grand R carré, est égal au flux thermique qui s'est échappé de l'orque qu'on a évalué dans la question précédente. JQ c'est moins lambda dt sur dr en petit r égale grand R, donc en prenant l'expression qui était dessus, hein, alpha lambda sur grand R carré, 4pi grand R carré égale phi. Donc alpha égale phi sur 4pi lambda. Donc ça permet de trouver la constante alpha. Donc je répète, on a utilisé la continuité du flux thermique en watts à l'interface entre la peau externe de l'orque et l'eau. Même s'il y avait eu de la convection d'ailleurs, ça aurait été valable aussi, hein, la continuité du flux thermique elle est tout le temps vraie, quelle que soit la nature de l'interface et ce qui s'y passe. Et donc ce flux thermique qui s'échappe de l'orque, c'est aussi JQ fois la surface, et le JQ, donc dans l'eau de mer, en petit r égale grand R, on l'évalue avec la loi de Fourier. Et on en déduit la constante alpha, et donc l'expression de la température autour de l'orque, donc dans l'eau de mer autour de l'orque. On peut donc en déduire la température cutanée de l'orque, en considérant qu'il y a continuité de la température en petit r égale grand R. Alors ça, c'est pas vrai s'il y avait de la convection, hein, ça on le sait, mais puisqu'on vous dit qu'il n'y a pas de convection, d'après l'énoncé, on considère qu'il y a continuité de la température. Donc je répète, continuité du flux thermique toujours vrai, continuité de la température, méfiez-vous. Si jamais il y a un phénomène de convection, ce n'est pas vrai. Mais là, on a négligé la convection. Ça nous permet d'évaluer la température cutanée de l'orque. Alors puisque la température cutanée de l'orque, elle est donnée dans l'énoncé, on en déduit donc le flux thermique, 4pi grand R lambda Tc moins T0, donc 753,6 watts. Alors à titre de comparaison, un être humain en bonne santé, voilà, il développe environ 100 watts, on va dire. En moyenne 100 watts un être humain. Donc l'orque, voilà, 753 watts, bon, c'est une grosse bestiole, hein, c'est plus gros qu'un être humain évidemment. Ensuite, si on divise phi par 4/3 de pi r cube, on en déduit la puissance volumique, donc 180,45 watts par mètre cube. Voilà. On est très très loin de la puissance volumique dégagée par effet Joule qu'on avait vu la dernière fois avec le fusible, hein. Là on était dans les 3 10 puissance 8, je crois, watts mètre moins 3, donc évidemment ça n'a rien à voir. Alors la dernière question, on va essayer d'évaluer l'épaisseur de couche de graisse de l'animal. Alors on vous dit que la température à l'intérieur de l'orque, donc jusqu'à l'interface entre sa chair et puis la graisse, c'est PI. On a TC sur la température cutanée, donc l'extérieur de la graisse, et entre les deux, on a une épaisseur de graisse. Alors cette épaisseur de graisse, on va considérer qu'elle est très très petite devant le rayon de l'orque, la dimension de l'orque, ce qui nous permet d'utiliser une loi de Fourier, puisqu'on est en régime stationnaire et qu'il n'y a pas de terme de création dans la graisse qui enveloppe l'orque. Il y a bien continuité du flux thermique, donc c'est bien le même phi qui s'est échappé de l'orque et qui traverse la couche de graisse de l'orque. Donc TI, température intérieure, moins TC, température extérieure, égale RTH phi, avec RTH, la résistance thermique de la couche de graisse. Alors en supposant que la couche de graisse se comporte comme un mur droit, si vous voulez, hein, ça c'est parce qu'on suppose que l'épaisseur de graisse est très petite devant grand R, c'est donc E sur lambda prime 4pi r carré, donc lambda prime, la conductivité thermique de la graisse, 4pi r carré, la surface de cette couche de graisse. Alors puisqu'on a tout, on en déduit la résistance thermique, 9,29 10-3 Kelvin watt-1, et une évaluation de l'épaisseur de graisse, 11,7 cm.
Alors 11,7 cm, voilà, c'est assez cohérent. En zoologie, si on regarde, c'est entre 10 et 20 cm l'épaisseur de couche de graisse de l'orque. Donc c'est assez cohérent. Et en plus, bon, on a pris un rayon de 1 mètre, 11 cm. Bon, c'est pas beaucoup plus petit, c'est pas 10 fois plus petit, mais enfin ça reste cohérent, hein. Eux est quand même plus petit que Grand Air, peut-être pas 10 fois, mais 9 fois. Donc on va dire que notre modèle est cohérent. Alors on va pouvoir passer au dernier exercice de ce TD, donc assez costaud quand même. Inspiré d'un sujet décrit, on va s'intéresser à la congélation d'une bouteille d'eau, dans un congélateur évidemment. Donc on place une bouteille d'eau, modélisée par un cylindre de longueur L et de rayon petit a. Cette eau elle est liquide et elle est déjà à 0 degré. Donc en fait on va s'intéresser uniquement au phénomène de solidification. On suppose qu'elle a déjà été refroidie. Donc bien sûr, quand vous mettez de l'eau liquide dans le congélateur à 20 degrés, bon, bah, il faut un certain temps pour qu'elle passe à 0 degré et ensuite elle se solidifie. Nous on s'intéresse qu'à la solidification, donc elle est déjà à 0 degré. Voilà, dans le congélateur il règne à température de moins 15 degrés et on cherche à évaluer le temps au bout duquel l'eau sera totalement solidifiée. On vous donne la masse volumique de la glace, sa conductivité thermique, sa chaleur latente de fusion, sa capacité thermique massique, on va la supposer négligeable. À l'instant T, la glace occupe un espace, bien sûr, entre grand R de T et A. Donc grand R de T, ce sera le rayon de l'interface entre l'eau liquide et la glace. On notera donc T, alors moi j'ai pris TS, mais je crois que c'est plutôt T indice A, donc dans mon corrigé c'est TS pour la température de surface, donc de la glace en R égale A, donc sur l'interface extérieure de la glace et de l'air du congélateur. La puissance thermique surfacique échangée au niveau de l'interface glace-bouteille en R égale A est donnée par cette loi, donc on reconnaît la loi de Newton, donc on va considérer évidemment qu'il y a de la convection dans l'air à l'interface entre la bouteille et l'air du congélateur. Alors on vous demande de donner l'équation dérivée partielle vérifiée par le champ des températures dans la glace, simplifier cette équation. Bien, alors un petit dessin. À la date T, donc la solidification bien sûr a démarré, on considère qu'on a donc une pellicule de glace entre R égale A et R égale grand R, et pour petit r plus petit que grand R de T, au milieu là c'est encore de l'eau liquide à T0. Donc l'eau liquide bah, c'est le corps chaud, c'est ce qui est chaud à 0 degré, hein, et à l'extérieur bah, c'est froid, il fait moins 15 degrés. Donc là encore une fois, on va être dans un phénomène, dans une situation radiale cylindrique d'explosion thermique avec le JQ qui va vers l'extérieur, du chaud vers le froid. Et effectivement, c'est cette eau liquide au cœur de la bouteille qui perd de la chaleur et donc qui se transforme en solide puisqu'on est déjà à 0 degré la température de solidification de l'eau en glace. Donc à la datée, on a ce schéma-là. Dans la glace, je vais considérer une coquille cylindrique entre petit r et petit r plus dr, donc dans la glace. Et dans cette coquille cylindrique, je vais appliquer le premier principe de la thermo entre T et T plus dt. Voilà. L'énergie interne de la coquille cylindrique à T plus dt, moins l'énergie interne à la date T, c'est la chaleur qui rentre, moins la chaleur qui sort, plus le terme source. Il n'y a pas de terme source ici dans la glace, hein, évidemment. L'énergie interne, c'est donc mu C, c'est la capacité thermique massique, qu'on va négliger, hein, donc je l'ai écrit pour l'instant, mais après on vous dit de la négliger, donc vous allez comprendre ce qui va suivre. Mu, la masse volumique, 2πr dr L, bah, c'est le volume de la coquille cylindrique, et la température à T plus dt, moins la température à T. La chaleur qui rentre, bah, c'est par conduction thermique, c'est JQ fois la surface interne de la coquille cylindrique de pi r L fois dt, et la chaleur qui sort en R plus dr, surface de la coquille externe, de la surface pardon, externe de la coquille. Les développements limités à l'ordre 1 pour la température sur le temps. Là évidemment, c'est pas sur JQ mais sur RJQ, car on est en cylindrique. Attention au signe moins. On applique la loi de Fourier puisqu'on est en conduction thermique pure dans la glace, évidemment. La glace c'est solide, il n'y a pas de convection là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté, pas de rayonnement. Et on obtient l'équation de la diffusion thermique en coordonnées cylindriques. Alors, on vous dit qu'on néglige petit c, la capacité thermique, donc en fait on va négliger ce terme ici. Ça revient à considérer qu'on est dans la RQS, hein, dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires. Moi j'ai préféré expliquer voilà, que bon, dans l'énoncé on vous dit qu'on néglige petit c, mais on sait bien que petit c, la capacité thermique, elle n'est pas négligeable, ou alors elle est négligeable par rapport à quelque chose, il faudrait vous préciser par rapport à quoi. Donc moi je préfère rester dans l'idée qu'on va appliquer l'approximation des régimes quasi-stationnaires, donc on va considérer que le taux diff, donc le temps de diffusion, le temps que met donc la chaleur pour traverser l'épaisseur de glace, elle est très très petite, donc delta T, le temps caractéristique de variation de la température de surface ou de temps caractéristique de formation de la glace, si vous voulez.
Donc on néglige dt sur dt, voilà, et on obtient cette équation différentielle. On intègre une première fois, une deuxième fois, et on a donc une forme mathématique pour la température donc dans la glace, en petit r à la date t, de la forme alpha de t ln de r plus bêta de t. Pour trouver les fonctions alpha et bêta, ben on a les conditions limites, hein. Il y a continuité de la température entre l'eau liquide interne et la glace. Je suppose qu'il n'y a pas de convection à ce niveau-là. L'eau liquide au cœur de la glace ne bouge pas, hein. Donc là, on a bien T0. Alors par contre, à l'extérieur, bah, vu qu'il y a de la convection, on va prendre TS, la température de surface de la glace, en R égale A. Deux équations à deux inconnus, on en déduit bien alpha et bêta. Donc on a bien l'expression de la température dans la glace en fonction de R et du temps, puisque grand R dépend du temps et la température de surface dépend du temps. Alors dans la troisième question, une étude énergétique du problème permet d'obtenir cette égalité qui nous sera très utile pour la suite. On vous demande d'expliquer comment elle a été obtenue, cette égalité. Alors en fait, on a utilisé la continuité de JQ en petit r égale A. Donc à l'interface entre la bouteille où il y a de la glace et l'air, il y a de la convection, mais ça n'empêche pas qu'il y a continuité de JQ, toujours, en R égale A. Donc le JQ en R égale A s'exprime avec la loi de Newton, HTS moins TE. Voilà. Et s'exprime aussi avec la loi de Fourier donc dans la glace, donc moins lambda, la conductivité thermique de la glace, moins lambda dt sur dr en R égale A. Donc vous prenez l'expression de la température dans la question 2 et on en déduit cette expression-là. Alors ce qui est important, c'est de remarquer qu'on va avoir ça égale ça. Est-ce que c'est cohérent au niveau des signes? Alors JQ est positif puisque JQ sort bien, effectivement, hein, puisqu'on a bien un flux thermique sortant. TS est bien plus grand que TE. TS est plus petit que T0, donc ce terme-là est négatif, mais ln de R sur A c'est négatif puisque grand R est plus petit que A. Donc c'est cohérent, positif, positif, on a bien égalité entre ces deux termes. Donc j'ai écrit l'égalité de JQ, donc entre ces deux termes. TS moins T0 c'est TS moins TE plus TE moins T0, voilà, grosse astuce. J'ai mis le TS moins TE de l'autre côté, j'ai factorisé, on obtient bien l'égalité qui est donnée dans l'énoncé. Dans la question 4, en traduisant le fait que c'est le flux thermique sortant pendant dt qui engendre la solidification d'une masse dm d'eau, établir l'équation de croissance de la couche de glace, donc l'équadif vérifié par grand R de t. Voilà. Alors ça, c'est un petit peu plus délicat, c'est intéressant de voir ça ensemble. Alors à la date t, l'eau liquide occupe donc un cylindre de longueur L de rayon grand R de t. Ça c'est à la date t, et autour il y a de la glace. Et plus dt, l'eau liquide va occuper un cylindre plus petit, de rayon grand R T plus dt, plus petit que grand R à la date T, toujours la même température T0. Ça veut dire qu'il y a une épaisseur d'eau liquide qui a disparu, je l'appelle dτ', qui s'est transformée en glace. Alors effectivement, parce que cette épaisseur d'eau liquide a perdu de la chaleur, a perdu du flux thermique, JQ est parti, donc ça s'est transformé en glace, en eau solide. Alors dτ', c'est un peu comme une coquille cylindrique de volume, donc 2π grand R L d grand R, mais avec un signe moins. Pourquoi? Parce que d grand R, c'est négatif. Donc dτ' positif, c'est bien moins 2π grand R L dr. Alors si j'applique le premier principe de la thermodynamique à dτ' entre t et t plus dt, bah, j'ai en fait delta H égale Q, c'est un changement d'état, la température ne change pas. Par contre, j'ai un changement de phase, je passe de l'état liquide à l'état solide. Donc delta H, bah, ce serait le delta H solidification, donc l'enthalpie massique de solidification fois la masse. Sauf que là, on me donne l'enthalpie massique de fusion, donc moins l'enthalpie massique de fusion fois la masse. Donc mu, la masse volumique, fois le volume, dτ'. C'est égal à moins delta Q sortant. Il y a simplement de la chaleur qui sort. Et le delta Q sortant, bah, c'est effectivement GQ fois la surface de pi grand R LDT. Donc vous remplacez dτ', les signes moins simplifient. Vous remplacez JQ, donc c'est moins lambda dt sur dr. Et vous obtenez donc cette égalité. Alors dt sur dr, vous avez bien sûr la constante alpha qui intervient. Et vous obtenez cette égalité. Alors ensuite, ce que j'ai souligné ici en rouge, c'est ce qu'on avait souligné tout à l'heure. Vous avez dit, vous allez voir, voilà, c'est ce terme-là qui est égal à celui-là,
Donc ça me permet de me débarrasser de ln de grand R sur A. Donc je l'ai remplacé, ce terme-là, je l'ai remplacé avec le terme en H, là, juste en dessous. J'ai fait attention au petit a qui est en plus. J'ai mis le dt de l'autre côté. J'ai remplacé ts-te par l'égalité au-dessus qu'on m'avait demandé de démontrer. Voilà, qui était donné dans l'énoncé ici. Et j'obtiens l'équation différentielle vérifiée par grand R. Donc j'ai mu L fusion grand R fois d grand R sur dt, qui est égal à moins HA T0 moins TE sur 1 moins AH sur lambda ln de R de T sur A. Bien. Et on va passer dans la question 5, la résolution. Donc là, c'est un peu mathématique, donc j'ai développé, j'ai mis le dt de l'autre côté. Ce terme-là, c'est une constante. On va donc pouvoir intégrer, donc on a séparé les variables, si vous voulez, on va pouvoir intégrer à gauche et à droite. Alors la petite astuce, c'est qu'on vous demande de poser grand R égale AX, donc d grand R égale ADX. Et on vous a donné la primitive x ln de x. Voilà, donc si je développe, ça fait x dx moins ah sur lambda x ln de x dx, égale donc une constante fois dt. Donc là, on peut intégrer à gauche et à droite. Donc bon, x dx, ça fait x carré sur 2, ça n'y a pas de problème, mais x ln de x dx, là, on vous avait donné la forme qui n'est pas à connaître par cœur, pour moi en physique en tout cas. Et bien sûr, il y a une constante d'intégration. Pour évaluer cette constante d'intégration, on se place à t égale 0, donc à ce moment-là, x égale 1, hein, grand R égale a, on n'a pas encore commencé la solidification, et on obtient donc l'expression de la constante. À t égale taux, donc quand on a terminé la solidification, x vaut 0, puisque le grand R, quand t tend vers l'infini, tend vers 0. Je vous fais remarquer que x carré ln de x, ça tend bien vers 0 quand x tend vers 0. Hein. Et on obtient donc cette égalité-là. Donc en développant, on a bientôt l'évaluation du temps de congélation de la bouteille d'eau. L'application numérique donne 22 393 secondes, donc environ 6,2 heures. C'est assez cohérent, hein. Si vous mettez une bouteille d'eau, alors ce sera un petit peu plus long puisqu'il faudra d'abord que l'eau liquide passe à 0 degré, c'est un petit peu plus long en pratique, mais c'est un ordre de grandeur tout à fait cohérent. Alors je termine par une petite remarque sur la RQS. Alors en réalité, la capacité thermique massique de la glace, c'est pas négligeable, hein. C'est pour ça que dans l'énoncé, je trouve que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Petit c, c'est 2100 joules kilogramme moins 1 Kelvin moins 1, donc c'est loin d'être négligeable. Donc j'ai préféré vérifier la validité de la RQS, donc le taux diff, le temps caractéristique de déplacement, donc de diffusion, de conduction thermique dans la glace, c'est donc petit a carré sur dth, dth c'est lambda sur muc hein, pour la glace. Pourquoi j'ai pris petit a? J'ai pris le temps le plus long, je me suis placé dans le cas le plus défavorable, où il y avait quasiment toute l'épaisseur de glace qui était formée, ça fait 2250 secondes. Ça veut dire que le taux diff pendant la solidification de la glace, il est plus petit que ce terme-là, puisque l'épaisseur de glace est plus petite que A. J'ai pris la valeur maximale. Et donc si je compare au temps de solidification, bon, c'est pas 10 fois plus petit, mais enfin c'est quand même beaucoup plus petit, donc c'est cohérent. Donc ici la RQS est cohérente. Donc voilà pour cette première vidéo, donc j'en fais tout de suite une autre pour le TD numéro 8, puisqu'on va corriger deux exercices du TD numéro 8 sur le transport de particules. En tout cas, pour cette vidéo, on s'arrêtera ici.